Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro des Matins du Sénat, l'émission qui vous plonge au cœur des débats de la Haute Assemblée. Rien ne va plus entre le Sénat et le gouvernement. Les sénateurs sont très en colère après un tweet de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, un tweet à propos d'un amendement qui a été voté par les sénateurs. Alors, précisément, avec cet amendement, les élus locaux pourront déduire de l'impôt sur le revenu près de 1 500 € par mois, c'est-à-dire 125% du niveau d'indemnité des maires des communes de moins de 1000 habitants. Et avec cet amendement, les sénateurs voulaient soulager les maires des petites communes qui, depuis 2017, ont vu leur impôt sur leurs indemnités augmenter et ont parfois du mal à s'en sortir financièrement. Mais cette déduction s'applique à tous les élus et c'est ce que reproche Gérald Darmanin qui a critiqué cet avantage fiscal. Les sénateurs ont réagi, ont suspendu la séance vendredi, scandalisés par ce qu'ils appellent de l'élu bashing. L'examen du texte a été arrêté tout le week-end et devrait reprendre cet après-midi. Retour sur ces échanges très tendus entre le Sénat et le gouvernement autour du budget 2019. Après l'article 2, je suis saisi de 5 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. D'abord le 988 du groupe RDSE. Monsieur Collin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je pense que cet amendement va recueillir une très large unanimité. En effet, il vise à rétablir le plafond d'exonération d'impôt sur le revenu dont bénéficiaient les élus locaux avant la mise en œuvre de la réforme du prélèvement à la source. Avec l'alignement sur le barème commun de l'IR, nombre d'élus font en effet face à d'importantes difficultés financières, alors que le mandat local reste plus que jamais le pilier de notre démocratie et de la confiance de nos institutions. C'est pourquoi il est nécessaire de ne pas décourager ceux qui choisissent de s'investir dans cette fonction, en particulier par une fiscalité désincitative. Et donc je vous propose, je vous incite et vous exhorte même à voter cet amendement. Merci, chers collègues. L'amendement 832, Monsieur Bazin, s'il vous plaît. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement a pour objet d'exonérer d'impôt l'indemnité de fonction des maires des communes de plus de 2000 habitants. En effet, la loi de finances pour 2017 a modifié le régime d'imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux en supprimant la retenue à la source libératoire des indemnités de fonction. Or, l'intégration fiscale des indemnités d'élus locaux dans les traitements et salaires décidés alors va à l'encontre même de l'idée que les indemnités modestes des élus locaux ne correspondent pas à des salaires, mais à des défraiements. Il en est résulté une augmentation significative de l'imposition de leur indemnité de fonction, alors même que le mandat de maire s'avère une mission de plus en plus lourde, avec l'accroissement des responsabilités qui leur incombent et la diminution de la reconnaissance publique. Mais je ne développerai pas ce point, on a eu l'occasion d'en parler largement à l'occasion du récent Salon des maires. En outre, les indemnités des maires sont destinées à couvrir les frais qu'ils engagent dans le cadre de leurs fonctions, la quasi-totalité d'entre eux d'ailleurs ne sollicitant pas le budget de la commune pour ces remboursements. Il s'agit donc d'une mesure de justice pour la fonction d'élu local, la plus prenante et la plus reconnue par nos concitoyens. C'est pourquoi, afin de contribuer à redonner une volonté d'engagement aux élus locaux des petites communes, il paraît indispensable de revenir au système antérieur, et c'est l'objet de cet amendement. Merci, chers collègues. L'amendement 238 rectifié, Monsieur Guéné. Oui, Monsieur le Président, merci, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement est de la même veine, même s'il est plus particulier. En effet, les élus locaux, en particulier les maires des petites communes, comme on le sait, assurent le lien de proximité dont les Français, spécialement dans les territoires les plus reculés, ont besoin. Et ils sont disponibles à toute heure, comme chacun le sait. Et ils exercent leurs tâches dans des conditions de plus en plus difficiles. Ils se sentent en effet délaissés par l'État et ils expriment, comme on le sait aujourd'hui, un profond découragement. Beaucoup d'entre eux démissionnent. À cela s'est ajoutée effectivement en 2018 une hausse d'impôts considérable des élus locaux. Certains ont vu jusqu'à 350% d'augmentation. Et à l'occasion donc de la mise en place du prélèvement à la source.
Les élus locaux disposaient en effet jusqu'alors du prélèvement à la source d'un système d'imposition de leur indemnité qui tenait compte du caractère particulier de leur mission singulière, avec effectivement un abattement pour frais, mais aussi une tranche zéro à l'intérieur de leur prélèvement libératoire, et celle-ci n'a pas été reprise. Et ce qui fait qu'ils sont en réalité... ils se trouvent ennuyés par cette disposition. Alors il faut savoir que ces indemnités ne correspondent nullement à un salaire, mais correspondent à la contrepartie de sujétions imposées par leurs fonctions et à l'absence de remboursement d'une grande partie des frais qu'ils engagent. D'ailleurs, la circulaire du 15 avril 1992 précise à cet égard que l'indemnité de fonction allouée aux élus locaux ne présente ni le caractère d'un salaire, ni d'un traitement, ni d'une rémunération quelconque. Or, lors de la retenue à la source, ce dispositif a été réduit et limité au niveau des seules communes de 500 habitants et moins, alors qu'auparavant, on atteignait 2000 habitants. Il nous semble qu'aujourd'hui, il convient de remettre en place au moins partiellement ce dispositif, dans la mesure où nous rétablissons simplement cet abattement, mais le solde, bien sûr, restera toujours à l'impôt progressif, alors qu'auparavant, ils avaient un prélèvement forfaitaire. Et donc, nous proposons un abattement égal à l'indemnité, à 125% de l'indemnité de 1000 habitants. Merci, chers collègues. L'amendement 21, Madame la Présidente Billon. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Bien entendu, cet amendement est un petit peu dans la même veine que les précédents. Et en cette semaine de congrès des maires, je vous inviterai forcément à voter cet amendement. Cet amendement présenté par notre collègue Vincent Delahaye propose de porter le plafond d'exonération des frais d'emploi des élus locaux à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires de communes de moins de 1000 habitants en cas de mandat unique, soit 1 199,90 € brut mensuels, ou à 1,5 fois ce même montant en cas de cumul de mandat. Pour rappel, l'article 10 de la loi de finances pour 2017 a supprimé le dispositif de retenue à la source et a prévu l'imposition des indemnités de fonction perçues par les élus locaux dans la catégorie des traitements et salaires. Or, l'imposition désormais obligatoire des indemnités selon les règles des traitements et salaires en accentuant la progressivité a eu pour effet d'augmenter l'imposition des indemnités perçues par les élus locaux. La fiscalisation des indemnités est-elle légitime? L'exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 658,01 € par mois est-elle suffisante? À ces deux questions, nous répondons non et refusons de céder à la démagogie anti-élus. Par leur nature, ces indemnités ne constituent pas une rémunération mais une compensation visant à couvrir les frais inhérents à leur fonction d'élu. D'où l'objet de cet amendement, la crise de vocation des élus, il en a été question toute la semaine, le blues des élus. Donc, mes chers collègues, je vous invite à voter ces amendements. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Vous voulez bien présenter le suivant, le 437 ? Non-stop. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Donc, il s'agit d'un amendement déposé par mon collègue Claude Kern sur les indemnités de fonction perçues par les élus également, qui étaient jusqu'en 2017 imposées soit en application d'une retenue à la source, soit du barème progressif de l'impôt sur le revenu. La retenue à la source était assise sur le montant net de l'indemnité après application d'un abattement représentatif des frais d'emploi à concurrence d'un montant égal à l'indemnité versée aux maires des communes de moins de 500 habitants. En cas de mandat unique ou en cas de cumul de mandat, à 1,5 fois ce même montant, soit 11 844 €. Pour mémoire, le barème de la retenue à la source sur les indemnités de fonction perçues par les élus locaux était identique à celui du barème de l'impôt. L'abattement ne s'appliquait pas à défaut d'option pour la retenue à la source. Le régime ainsi mis en place permettait aux élus de pouvoir, en cas d'option pour le régime de la retenue à la source, de limiter la progressivité de l'impôt sur le revenu et de bénéficier de l'abattement. À titre d'exemple, les indemnités faisant l'objet de la retenue à la source et autres revenus des édiles soumis au traitement et salaires pouvaient bénéficier notamment d'une double application de la tranche d'imposition à 0%. Donc vous l'aurez compris, ces amendements sont
inspiré pour défendre la fonction des élus. Les mandats dans lesquels ils s'engagent sont souvent peu reconnus. Il s'agit ici de défendre le travail des élus et une reconnaissance à travers leurs indemnités et la moindre imposition. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la commission ? Évidemment que c'est un vrai sujet parce que c'était rappelé par un collègue, les indemnités des élus locaux, la loi le dit, ce ne sont pas des traitements, ce ne sont pas des salaires, c'est un caractère indemnitaire, tout simplement parce qu'on sait très bien que l'ensemble des élus ne perçoivent pas notamment des remboursements de frais, et c'est d'autant plus vrai que la commune est petite. Dans les petites communes, dans les communes rurales, il n'y a pas évidemment d'aide en matière de transport, en matière de téléphonie, et les élus locaux ont une indemnité qui est très éloignée d'ailleurs d'un salaire minimum, est très éloigné d'un taux horaire au temps qu'il passe, et en général ne perçoivent pas de remboursement de frais. C'est la raison pour laquelle cette indemnité porte bien son nom d'indemnité. Alors la soumettre à la même fiscalité, les traitements des salaires, ce qui a été fait finalement comme victime collatérale de la loi de finances pour 2017 qui annonçait le prélèvement à la source, je pense que c'est une injustice. Certains élus, les chiffres sont là, ont vu doubler, tripler, quadrupler leur indemnité, alors même que leur mandat, finalement, il est quasiment bénévole. Donc je pense que c'est très... voter ces amendements... Pardon ? Oui, l'impôt, oui. C'est la fièvre. Bon, donc je pense qu'il s'agit tout simplement de revenir sur cette situation, de revenir à la justice. En 2017, nous n'avions pas examiné le PLF, vous vous souvenez, c'était le PLF pour d'autres raisons, donc nous n'avions pas pu supprimer à l'époque ces dispositions, victimes un peu collatérales du prélèvement à la source. Et évidemment, je pense que c'est rendre justice que de voter ces amendements, avec une préférence pour l'amendement 238 de notre collègue Charles Guené, qui me semble répond plus au retour à la situation antérieure, et une demande de ralliement des autres collègues à cet amendement 238. Donc, demande de retrait des autres amendements au profit du 238 défendu à l'instant par Charles Guené. Merci, monsieur le rapporteur général. Quel est l'avis du gouvernement ? Merci, Monsieur le Président. Lors du projet de loi de finances pour 2017, décision avait été prise de traiter, comme vient de le dire Monsieur le rapporteur, les indemnités des élus dans un régime très proche des traitements et des revenus salariés classiques, que l'on pourrait qualifier de classiques en tout cas. Peut-être pouvons-nous avoir un débat sur le fond. Ceci étant, le gouvernement considère que la déduction fixée à hauteur de 100% de l'indemnité des maires de communes de moins de 500 habitants, majorée de 50%, non pas doublée, pour les élus qui sont en situation de cumul, ajoutée au fait que l'on peut bénéficier d'une déduction pour frais professionnels à hauteur de 10%, comme dans le régime de droit commun, sont des dispositions qui sont suffisantes. C'est la raison pour laquelle le gouvernement ne souhaite pas revenir sur l'équilibre qui avait été trouvé lors de l'adoption du projet de loi de finances pour 2017 et donne un avis défavorable aux 4 amendements, sachant que les amendements que vous proposez conduiraient à doubler et parfois tripler, selon les seuils retenus, le montant de la déduction d'assiette dont bénéficient aujourd'hui les élus locaux. Merci, monsieur le ministre. Il y a une demande de retrait de la commission au profit d'un des amendements. Je ne vois pas de réaction, donc je vais demander... Madame Billon, pardon. Merci, Monsieur le Président. Bien entendu, j'ai entendu et compris la demande de retrait du rapporteur. Je regrette bien évidemment que ce ne soit pas l'amendement de nos collègues Claude Kern et Vincent Delahaye qui soit le meilleur. Donc je m'incline devant Charles Guené, bien entendu, et je retire l'amendement. Merci. Merci, chers collègues. C'est bien les 2 amendements 21 et 437 que vous retirez. Je vous remercie. Monsieur le Président Gabouty. Oui, on va faire la même chose puisque les 4 amendements allaient dans la même direction. Simplement, ils avaient été construits avec des références différentes. Commune de 500 habitants, commune de 2000 habitants. Et si on faisait les calculs, on n'était peut-être pas très éloignés. Simplement, ce que je voudrais dire sur ce sujet, avec l'expérience, on connaît tous des maires de communes et de villes et de statuts, disons, très différents. Je pense que ça mériterait une réflexion, un examen beaucoup plus approfondi, parce que les indemnités que touche le maire d'une grande ville, c'est du net, quelque part.
dans la mesure où il peut avoir chauffeur, indemnité, quand il amène quelqu'un au restaurant, c'est la ville qui paye, etc. Dans une commune de 2000 habitants, c'est du brut. C'est-à-dire que souvent, les élus de ces communes ne font pas de frais de déplacement, ils prennent dans leur poche. Voilà. Donc ça mérite un petit peu une réflexion de fond. Et Monsieur le Ministre, si vous n'aviez pas répondu, je vous aurais suggéré de répondre que le Premier ministre ayant effectivement, à la conclusion du Congrès des maires, annoncé une réforme du statut, d'inclure cette discussion sur l'indemnisation des élus dans le cadre de la réforme du statut des élus. Merci, chers collègues. Il reste donc l'amendement 832. Monsieur Bazin, est-ce que vous le retirez? Monsieur le Président, je me serais très volontiers incliné devant mon excellent collègue Charles Guené, comme ça nous est suggéré. Mais d'une part, je défendais cet amendement au nom de notre collègue Bonhomme qui m'a demandé de le faire, donc je ne me sens pas autorisé à le retirer, d'une part. Puis d'autre part, en cette période quand même particulièrement difficile pour les maires, qui ont exprimé un mal-être particulièrement fort, mégoter la reconnaissance de la République en arbitrant plutôt en faveur de 1000 ou de 1500 plutôt que 2000, je pense que ce n'est pas particulièrement bienvenu. Il est temps et urgent de faire un geste fort vis-à-vis de nos collègues maires. Ceux qui tiennent encore la République et le lien social dans ce pays, ce sont eux, à défaut de tout le reste aujourd'hui. On le ressent de plus en plus. Il suffit de voir ce qui se passe dans l'anarchie actuelle sur nos voiries. Donc je pense que c'est un geste qui a son importance, qui ne doit pas être négligé et qui serait apprécié fortement par ceux encore qui sont au premier plan de notre République pour la défendre. Merci. Merci, chers collègues. Je vais donc donner la parole pour explication de vote. D'abord, Monsieur Bacher. Oui, je voudrais évidemment dire que je vais soutenir l'amendement de mon excellent collègue devant on s'incline tous, Charles Guené, sur ces sujets-là. Mais parce que je ne veux sombrer ni au cynisme ni au populisme. Je ne veux pas sombrer au cynisme de ceux qui disent finalement, si dans les petites communes il y en avait moins, ce serait mieux pour la République. Je sais qu'à Paris, on a tendance à penser cela, que les petites communes, elles feraient bien de se regrouper toutes et puis comme ça ferait moins de maires, moins d'indemnités. Non, je crois à l'histoire de France, je crois à l'histoire de nos communes, de nos clochers, de nos mairies. Je crois à la France des territoires. Je crois effectivement également que tous ces maires passent leur temps pour leurs concitoyens. Cette semaine, qui n'a pas eu l'anecdote du maire fraîchement élu dont la première action a été de retrouver le chien de la voisine parce qu'on vient le déranger la nuit pour cela. Ça paraît rien, les Français l'ignorent, on demande beaucoup aux maires et on leur demande surtout d'être taxés de manière supplémentaire. Il est donc nécessaire, au moment où plus de 50% des maires disent ne pas vouloir se réinvestir dans la mission tellement elle est lourde, parce qu'ils ont de plus en plus de responsabilités et de moins en moins de pouvoir, eh bien, si on peut leur remettre un tout petit peu de reconnaissance pécuniaire, ce ne sera pas mal. Et je ne sombrerai pas non plus à la menace populiste qui va nous faire dire au Sénat, ils ont augmenté les indemnités des élus. Eh bien oui, il faudra aussi reconnaître que pour les élus des communes de moins de 1000 habitants, il faut un peu de courage. Et moi, c'est celui que j'assumerai. Merci, chers collègues. Monsieur le Président Retailleau. Je voudrais simplement dire à mes collègues qui étaient là il y a très exactement 24 heures, qui ont entendu comme moi la réponse du secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement à la question de Charles Guené sur le statut et précisément sur la question de la fiscalisation des indemnités que nous venons d'avoir en l'espace de 24 heures la preuve de la tartufferie du gouvernement. Hier, en conclusion d'une semaine dédiée aux maires de France, un ministre, la main sur le cœur, nous dit que bien sûr le statut des élus et que dès que possible, nous aurons des preuves. Quelles preuves avons-nous si ce n'est un avis défavorable? Non pas pour augmenter des indemnités, pour réparer une injustice. Parce qu'une indemnité, comme Albéric de Montgolfier l'a dit, ça n'est pas un salaire. Et c'est parce que, sans vraies études d'impact, il y a une disposition dans la loi de finances d'il y a 2 ans
qui a créé ces injustices. Et moi, je connais des maires de petites communes qui ont vu tripler leur impôt. Ils ne touchent pas plus. Leur indemnité est égale. Ils consacrent l'indemnité, notamment à se payer du gazole, etc. Et on les surfiscalise. Jamais en France, il n'y a eu un tel découragement. Jamais depuis cet été, il y a eu autant de démissions de maires, d'adjoints. Et votre réponse, c'est « passé, il n'y a rien à voir, le gouvernement a déjà tout fait ». C'est une honte. C'est une honte. C'est votre gouvernement qui était à l'origine de la stigmatisation des élus sur Balance ton maire. Certes, ça n'était pas le hashtag, mais le listing est parti de Bercy. Vous avez voulu jouer les élus contre l'opinion publique. Vous avez encouragé la crise de la démocratie, la crise de la représentation. Et aujourd'hui, on vous donne, dans différents groupes d'ailleurs, peu importe quel est le bon amendement, on veut simplement réparer une injustice faite à ceux qui étaient appelés les fantassins de la République, qui sont désormais les bonnes à tout faire de la République. Monsieur le ministre, c'est une honte que vous donniez un avis défavorable du gouvernement et vous montrez par là la preuve que ce n'est pas demain que ce gouvernement, en dehors des belles proclamations, de toutes les incantations, va s'atteler au grand chantier de la révision du statut des élus de France. Merci, chers collègues. Monsieur Bocquet. Oui, merci, Monsieur le Président. Nous allons soutenir l'amendement que Charles Guené a présenté, tout en sachant quand même que ce n'est pas la réponse globale à la question du mal-être profond des maires. Effectivement, c'est historique, on n'a jamais vu ça. Et c'est inquiétant pour la République, pour la démocratie, la proximité. Tout le monde en convient. Alors, l'indemnité, oui, c'est sans doute une partie de la réponse, mais ça nous ramène aussi à la question d'actualité posée hier par notre excellent collègue Pierre-Yves Collombat. Et M. Marc Fesneau, ministre des Relations chargées avec le Parlement, a pris un engagement par rapport à la question du statut de l'élu, qui devrait enfin aboutir. En tout cas, on a intérêt à tous s'y mettre parce que ça va rester une arlésienne. Mais la vraie réponse, elle est là. Il y a la question de l'indemnité, il y a les responsabilités, il y a les compétences des intercommunalités. Et là, ça n'est pas né il y a un an. C'est un processus qui s'est engagé il y a de nombreuses années maintenant, qui dépossède un peu la commune, l'entité première, de ses prérogatives, de ses pouvoirs et de ses centres d'intérêt. Donc l'indemnité, oui, mais c'est qu'une partie de la réponse, sachons-le, c'est le statut de l'élu la vraie réponse. Merci, chers collègues. Monsieur Capo-Canelas. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, deux mots. Le premier, pour dire que je voterai évidemment l'amendement de Charles Guené, parce qu'il recueille le consensus et techniquement, il reçoit l'avis favorable du rapporteur général. Je remercie Annick Billon d'avoir élégamment d'ailleurs retiré celui qu'elle a présenté à l'instant. Et vous dire, Monsieur le Ministre, en deux mots, très posément, que je regrette que vous n'ayez pas dit que peut-être pour vous, cet amendement n'était pas la solution, mais qu'il fallait traiter le sujet. Ça, on aurait pu le comprendre. On comprend les contraintes de la fonction qui est la vôtre, mais je sais trop votre attachement à votre passé d'élu local, au rôle des élus locaux, pour ne pas regretter un mot quand même que j'ai entendu tout à l'heure, qui était de dire que ces dispositions apparaissent suffisantes. Je pense qu'appliquées aux indemnités des élus locaux, qui sont notoirement insuffisantes, on ne peut pas employer ce qualificatif et considérer que ces indemnités seraient suffisantes. Merci, chers collègues. Monsieur Delège. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolé, Monsieur le Ministre, d'en rajouter, puisque Bruno Retailleau et mon ami Capo-Canellas disent exactement ce que je m'apprêtais à dire. Monsieur le Ministre, Monsieur Fesneau était hier à cette place. J'ai ici le compte-rendu de ses propos d'hier. Je vous les cite. Le gouvernement veut aboutir. Le gouvernement veut travailler avec le Sénat. Et qu'est-ce que vous nous dites? Circuler, il n'y a rien à voir, tout ceci est suffisant. Vous êtes l'illustration, Monsieur le Ministre, du mensonge et de l'escroquerie du en même temps. On ne peut pas en même temps à ce banc dire hier, on va travailler avec le Sénat, maintenant que le congrès des maires est terminé, dire au même endroit, circuler, il n'y a rien à voir, les élus sont déjà suffisamment favorisés. C'est indigne, excusez-moi de le dire de façon aussi forte, mais il est peut-être temps que ce gouvernement entende enfin les choses. Et hier, le président de la République essayait de faire une séance de câlinothérapie avec les maires. Je lisais la presse. Tous les maires disaient, il est peut-être très brillant, mais il est temps qu'il passe aux actes. Eh bien, votre réponse montre qu'on n'est pas prêt de passer aux actes.
Merci, cher collègue. Monsieur Guéné. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Oui, je crois qu'il est important qu'on se rallie à cet amendement parce qu'en fait, il essaie de reprendre le statu quo ante et de ne pas aller plus loin, alors que l'amendement de M. Bonhomme va un peu plus loin. Et je crois qu'effectivement, en ce moment, il ne faut pas en rajouter. Simplement, je voudrais dire qu'on est aussi sensible à ce que vient d'évoquer Monsieur Gabouty. On s'est posé des questions pour ciseler cet amendement et bien sûr, il faudra le faire. Mais je voudrais aussi dire que curieusement, dans sa réponse à l'Élysée, le président de la République a été interrogé sur ce sujet, sur l'indemnité des élus et leur imposition. Il s'y déclare d'ailleurs favorable. Simplement, il nous dit il faut faire attention au moment pour ne pas sombrer dans la démagogie. Je crois que si on attend, il n'y aura jamais de moment. Et je crois que pour les maires, l'heure est venue que réparation leur soit faite. Merci, cher collègue. Monsieur Bargeton. Ah, oui. Non, c'est pas l'intervention la plus facile, hein, je le reconnais. Mais je vais être, du coup, comme c'est pas l'intervention la plus facile, je vais être bref. Parce que je partage en fait ce qu'a dit, une fois n'est pas coutume, Éric Bocquet. Je crois quand même que le sujet posé par les indemnités est un sujet qui concerne le statut de l'élu. Si je voulais faire un peu de provocation, je dirais quand même que le non-cumul des mandats aurait dû accélérer, susciter, faire renaître ce débat ancien sur le statut de l'élu. Et si je voulais faire davantage de provocation, je dirais que les réformes prévues, et notamment la possibilité ou non, quoi qu'on en pense sur le fond, du non-cumul dans le temps, là, et c'est mon opinion, rendent absolument indispensable un statut de l'élu, et en tout cas de réfléchir à ce qu'est être élu au XXIe siècle, quand, par définition, double non-cumul, les carrières seront plus courtes. Et donc, il faudra pouvoir avoir fait quelque chose avant et quelque chose après. Et c'est pourquoi, dans l'attente de cette réflexion, nécessitée par ce double mouvement, je m'abstiendrai sur cet amendement. Merci, cher collègue. Madame Espagnac. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, juste pour dire que nous soutiendrons l'amendement de Charles Guéné. Je crois que beaucoup de choses ont été dites auxquelles on ne peut que revenir. Moi, je vais juste rappeler ceci. C'est vrai que c'était les socialistes qui l'avaient fait dans un moment, pour le rappeler, où on était revenu au prélèvement à la ressource et donc il y avait eu un alignement. Je pense qu'il y avait eu une erreur à ne pas protéger les plus petits ici. Et je crois que, comme l'a dit Éric Bocquet, le statut de l'élu aujourd'hui se pose à nous tous. Donc ça fait l'objet en tout cas d'une réflexion que le gouvernement doit mener et que chacun sur ses bancs, nous conduirons les uns et les autres ensemble. En tout cas, je demande, et je soutiens la proposition et nous soutenons tous ici cet amendement. Juste repensons quand même à la vie au quotidien de ces maires. Souvent on dit les petits maires, de ces maires de petites communes et autres qui, en plein hiver, la neige arrive dans les Pyrénées, j'ai envie de dire, vont déneiger, vont au quotidien, quelles que soient les heures, la nuit et le jour, œuvrer pour la nation en tout cas. Ayons un peu de solidarité et je crois de respect. Alors on ne demande pas, et je le dis ici, des avantages supplémentaires, on demande ni plus ni moins le retour à ce qui existait. Et donc nous voterons cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur le Président Gabouty. Oui, simplement un mot, c'est un sujet où il ne faut pas qu'on s'oppose les uns et les autres. Ce que je voudrais dire, il faut non plus instrumentaliser ce qui pourrait apparaître des apparences ou des contradictions, que le gouvernement considère qu'il n'y ait pas à faire de modification dans ce texte, dans ce projet de loi de finances, je veux bien le prendre en compte, mais il ne faut pas dire pour autant que les engagements qui pourraient être pris par le Président de la République ou par le Premier ministre ou par le ministre en charge des relations avec le Parlement n'auraient strictement aucune sincérité et aucune valeur. Alors, il se trouve que je suis parti un petit peu avant la fin des questions d'actualité au gouvernement hier. Après avoir écouté Marc Fesneau, j'ai écouté effectivement Édouard Philippe. Le Premier ministre s'est engagé devant l'ensemble des maires, c'était même dans la conclusion de son intervention, à ouvrir,
il l'a fait non pas devant le Sénat, il l'a fait devant des milliers de maires qui étaient présents. Ça a été la conclusion de son discours, à ouvrir le chantier du statut de l'élu au premier semestre 2019 sur la base des travaux effectués par la délégation aux collectivités territoriales du Sénat. Je rapporte ces propos peut-être pas à la virgule près, mais c'est effectivement ce qui a été dit. Donc, c'est un engagement. On verra, je dirais, s'il est tenu ou non, mais on ne peut pas en faire le procès avant d'avoir les premiers contacts sur le sujet, sur un domaine où tous les gouvernements précédents ont quand même très largement patiné. Donc, soyons modestes, je dirais, sur ce sujet. Merci, cher collègue. Monsieur le Président Dallier. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en attendant le grand soir fiscal ou le grand soir du statut de l'élu local, vous savez, moi je suis élu local depuis 1983 et je me souviens dans ces années-là d'un colloque organisé à la mairie de Paris, on parlait déjà du statut de l'élu. Voilà, ça fait 30 et quelques années. Alors un jour, ça viendra peut-être. Ce qu'il faut rappeler sur cet amendement, c'est que nous essayons simplement de corriger une disposition, enfin les effets d'une disposition, le prélèvement à la source. Et pour avoir un peu de mémoire, je ne me souviens pas, il y a 2 ans, que quiconque ici, et je me demande même au gouvernement, avait mesuré l'effet. Et les maires des petites communes ont découvert, bien malgré eux, effectivement, qu'ils avaient une augmentation de leur impôt sur le revenu et parfois significative, simplement parce qu'on a décidé de changer le mode de prélèvement de l'impôt. C'est quand même un truc extraordinaire. Alors le gouvernement nous répond, bah écoutez, on verra ça plus tard, repasser dans une année ou deux. Vous savez, il y a 2 ans, il n'y a pas eu une ligne dans un journal pour dire « Ah, les pauvres maires, regardez, le prélèvement à la source, conséquence, augmentation de leur impôt sur le revenu ». Par contre, quand on essaie de corriger ce genre d'effet, on a toujours le risque de se retrouver avec un article en disant « Regardez, les sénateurs ». Monsieur le ministre, dites clairement, effectivement, qu'il ne s'agit que de corriger l'effet induit du prélèvement à la source. C'est l'objet de cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur Husson. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je ne vais pas entrer dans le détail puisque tout a été dit et bien dit, mais Monsieur le Ministre, il y a 1 an et 1 jour, moins 1 jour, on débattait ici sur la taxe sur l'énergie et puis on expliquait que la trajectoire carbone n'était pas bonne, qu'il fallait faire attention de ne pas bloquer le dispositif de raidissement de la trajectoire parce que pour 5 ans, ça pouvait être compliqué. Et puis, on a eu exactement la même position, je dirais la même posture du gouvernement et du ministre de l'époque, notamment à la suite d'une intervention que j'ai faite de Ronan Dantec, expliquant qu'il y avait quand même de véritables risques de prendre les Français en otage et d'avoir, moi j'avais expliqué non à un 2e épisode de Bonnet Rouge, et puis Ronan Dantec expliquant que les territoires risquaient de se soulever. Ça a été balayé d'un revers de main, considérant d'ailleurs avec une forme de suffisance. Alors, Monsieur le Ministre, moi je vous exhorte à entendre la parole des territoires qui est ici relayée à l'unanimité. L'idée, ce n'est pas de protéger les uns ou les autres dans un statut, c'est redonner sens à l'engagement public et à la cohésion nationale de tous les territoires. Quand vous êtes en responsabilité, quelle que soit la taille de la commune, mais plus la commune est petite, je dirais, plus le maire donne de son temps avec ses équipes pour des budgets ridiculement faibles. Donc, si vous voulez, mettons tout ça de côté et dites-vous bien, entendez bien cette demande de prendre en compte ce qui fait sens dans l'engagement public aujourd'hui. Parce que sinon, la révolte, elle va venir de partout. Et aujourd'hui, de vouloir contourner tous les corps intermédiaires est inacceptable pour les élus et vous le savez en ce moment, pour les Français. Les élus, c'est finalement le premier relais de l'action publique de l'État, y compris dans les élus locaux, par la responsabilité qu'ils exercent au nom de l'État. Eh bien, pour le respect de cet engagement, entendez la demande, qui est une demande raisonnable, qui est une demande responsable et qui, je vous le dis, est nécessaire, mais pas, comme vous le dites, suffisante. C'est peut-être le ton que l'État prend à l'endroit des élus qui, lui, est suffisant. Merci, cher collègue. Monsieur Laménie.
Merci, Président. Monsieur le Ministre, chers collègues, bon, je suis co-signataire de l'amendement de Charles Guené, et c'est vrai, dans l'objet de cet amendement, je crois que tout est parfaitement résumé sur l'engagement des élus de proximité, les collectivités de base que sont nos communes, et la Défense et le Sénat est quand même l'institution qui défend l'ensemble des territoires et l'ensemble des communes, quelle que soit la taille, et notamment les plus petites communes. Je témoigne modestement, j'ai commencé, Philippe Dallier a cité 1983, je partage, c'était la date où j'ai modestement commencé comme conseiller municipal d'une commune de 7000 habitants, et mon engagement de maire s'est arrêté malheureusement en 2017, maire d'une commune de 160 habitants. Donc là, c'est là qu'il faut aussi se... Monsieur le ministre, vous n'êtes pas responsable du non-cumul, mais c'est vrai que si on nous pose la question des regrets qu'on peut avoir, j'ai au moins... je peux partager et dire que mon regret tous les jours, c'est d'avoir été obligé d'arrêter complètement mon mandat de maire, même si on peut être nommé maire honoraire ou qu'on reste conseiller municipal de base, c'est quand même pas la même chose. Et pour soutenir l'ensemble des élus des petites communes en particulier, ou pour trouver des bonnes volontés, c'est de plus en plus compliqué. La tâche est de plus en plus lourde. Bon, les intercommunalités, les réunions qui se superposent, le maire il est responsable de tout, et à tous les niveaux. Donc c'est pour ça qu'il convient de revenir à ce système antérieur dans un souci réellement de justice et d'équité, et puis en respectant naturellement la démocratie locale. Voilà, c'était aussi l'objet de ma modeste intervention. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Deux mots. Le premier, bien que j'ai compris qu'il ne modifierait pas le sens très probable du vote de votre Assemblée, pour dire et remercier les sénateurs Gabouty et Capo-Canella d'avoir rappelé justement l'engagement pris par Marc Fesneau devant vous hier, l'engagement d'avancer sur une révision du statut. La position défavorable du gouvernement sur cet amendement n'est pas antinomique avec l'engagement qui a été pris, tant par le ministre des Relations avec le Parlement que par le Premier ministre devant les maires. Je pense même que la question ne tient pas seulement à la fiscalisation ou à l'ampleur de la déduction d'assiette de l'impôt sur le revenu actuellement en vigueur et que vous proposez d'augmenter dans des proportions différentes selon les amendements, mais beaucoup ont été retirés. Je pense que c'est beaucoup plus large et que sur la base des travaux de la délégation aux collectivités territoriales, cela a été rappelé par le président Gabouty il y a un instant, nous pourrons certainement aborder d'autres aspects. Je m'explique en un mot. J'ai été maire, j'y reviendrai, et j'ai été maire en même temps que j'étais parlementaire. Si je n'avais pas été parlementaire, je ne suis pas certain, ni convaincu en tout cas, d'avoir pu exercer les fonctions de maire comme je les avais exercées. Pour une raison simple, c'est qu'au-delà de la seule question fiscale que vous vous proposez de traiter d'une manière que vous l'avez compris, le gouvernement ne partage pas nécessairement. La réalité est que les indemnités des élus locaux et des exécutifs, parce qu'elles sont des indemnités et non pas des salaires ou des traitements, n'entraînent ni réellement, ou alors dans des proportions marginales, cotisation au régime de sécurité sociale, cotisation à un régime de retraite digne de ce nom, ou cotisation à un régime d'allocation de retour à l'emploi digne de ce nom. Ce qui signifie que l'application du non-cumul faisant, celles et ceux qui veulent exercer pleinement, et nos concitoyens demandent logiquement un engagement plein et entier de leurs élus, et notamment des exécutifs, sur l'exercice d'un mandat local, se trouvent confrontés à une situation où, quel que soit le niveau des indemnités, elle n'est pas assortie d'un statut social et d'une protection sociale digne de ce nom. Et à moins de souhaiter, et ça n'est partagé par personne, que celles et ceux qui exercent ces mandats et ces fonctions exécutives locales soient des personnes qui, bénéficiant d'une pension de retraite, ont un statut social protégé, bénéficiant de revenus tirés d'autres sources que le travail, revenus locatifs, revenus mobiliers ou autres formes de revenus qui ne soient pas liés à une activité professionnelle, soient les seuls à pouvoir exercer ces fonctions-là. Et donc je pense que le débat que nous pouvons et que nous devons avoir sur le statut de l'élu va bien au-delà de la seule question de la fiscalité et s'inscrit dans les engagements qui ont été pris par le ministre des Relations avec le Parlement hier. Le second point que je veux aborder fait écho à vos propos, Monsieur le Président Retailleau. Je l'ai dit, j'ai eu la chance, et je pense que c'est une immense chance et un honneur d'être maire de ma commune pendant presque 10 ans. Je ne suis pas élu local depuis aussi longtemps que le président Dallier.
qui a rappelé la date de 1983. Pour ma part, c'est 2006. C'est une expérience plus courte, mais qui, je crois, est formatrice malgré tout. Vous ne me trouverez jamais, absolument jamais, pour partager les propos de celles et ceux qui stigmatisent les élus. Je sais trop l'engagement que cela représente, et je le dis en ayant conscience d'un point, c'est que j'ai eu la chance d'être maire et de toujours être conseiller municipal d'une commune de 17 000 habitants. Ça n'est pas une grande commune. Mais je sais aussi que les contraintes et les suggestions personnelles sont différentes de celles qui sont connues par les maires de communes de 500 ou 2000 habitants, y compris par la capacité des services à nous accompagner. Il y a d'autres contraintes, il y a d'autres difficultés et d'autres problèmes qu'il faut affronter lorsque nous nous trouvons à la tête d'une commune de 17 000 habitants, parfois plus aigus, en tout cas très différents. Mais les suggestions sont différentes. Donc jamais vous ne me trouverez de ce côté-là. Absolument jamais. Et j'ai eu l'occasion de m'exprimer ici même, ainsi qu'à l'Assemblée, sur les expressions qui avaient été utilisées sur un certain nombre de réseaux sociaux, et notamment le parallèle absolument ignoble qui a été fait avec une autre expression sur les réseaux sociaux qui avait trait à des comportements que la morale réprouve, que la loi réprouve aussi, et qui ne sont pas qualifiables dans un tel hémicycle. Donc jamais vous me trouverez de ce côté-là, et je pense, j'espère en tout cas, Monsieur le Président Retailleau, que les mots que vous avez eus à ce sujet-là ne me concernaient pas directement, et je peux vous assurer que l'ensemble des membres du gouvernement partagent ce même état d'esprit. Donc l'avis reste défavorable, vous l'avez compris, mais je tenais à apporter ces précisions. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix les deux amendements qui restent. Je rappelle qu'il reste l'amendement 832 et l'amendement 238 rectifié. Pour l'amendement 832, l'avis de la Commission était un avis de retrait au profit du 238. Donc il est devenu défavorable puisque l'amendement n'a pas été retiré et l'avis du gouvernement est défavorable. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? L'amendement 832 n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 238 rectifié avec un avis favorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Monsieur le Président Retailleau, vous avez demandé une suspension d'audience, de séance, pardon. C'est le métier qui est... Oui, je demande une suspension de séance parce que je trouve que le tweet de M. Darmanin est une nouvelle provocation, est une incitation au populisme. C'est lui, mes chers collègues, qui a enclenché et qui a initié Balance ton maire en publiant la liste des maires qui avaient augmenté la taxe d'habitation dans la mesure où c'est Bercy qui avait cette fiche publiée. Et là, il fait passer la mesure que nous avons votée à l'unanimité. C'est pas, j'ai entendu d'ailleurs, il a été courageux, il s'est abstenu, M. Bargeton, mais on sait que nous n'avons pas demandé une augmentation d'une indemnité, nous n'avons pas demandé un privilège fiscal particulier pour les élus. Nous avons constaté qu'une mesure avait été prise il y a 2 ans, que cette mesure n'avait pas été mesurée ni calibrée, qu'aucune étude d'impact n'avait été faite et que nous avons constaté que des élus, notamment des maires de petites communes, se trouvaient fiscalement matraqués par une mesure, encore une fois, mal cadrée. Nous demandons simplement à revenir avant cette réforme. Et le ministre, qui n'est pas au banc, et Monsieur le ministre, je vous remercie d'ailleurs d'être ici, donc la critique ne s'adresse pas à vous, elle s'adresse à un ministre qui utilise Twitter comme d'autres outre-Atlantique font une diplomatie du tweet, lui fait la politique du tweet pour taper les élus. Alors il y en a marre que ce gouvernement tape les élus, il y en a marre qu'on fasse des promesses pour le statut de l'élu, qu'on vienne la main sur le cœur à l'Élysée ou ailleurs, devant les maires, au Congrès des maires, pour dire qu'on aime les maires de France, alors qu'on voit bien que ce gouvernement a un fil rouge, c'est l'élu bashing. C'est intolérable. Et ce que fait M. Darmanin ici par ce tweet, nous ne pouvons l'accepter. Quels que soient nos bancs, mes chers collègues, on ne peut pas l'accepter parce que ce n'est pas de nous dont il s'agit, c'est de tous les élus de France. Voilà. Et c'est la République, bien sûr. Donc, je demande une suspension de séance et je demande à ce que, Monsieur le ministre, vous contactiez le Premier ministre pour savoir si le tweet de M. Darmanin fait partie
d'une communication officielle du gouvernement. Je veux, ou alors c'est votre collègue, le secrétaire d'État aux relations à un Parlement, qui vient ici, d'ici la fin de la soirée, pour nous indiquer ce que le gouvernement pense justement de ce type de communication. Et pour le moment, je souhaite qu'il y ait une suspension de séance. Bien évidemment, Monsieur le Président, je vais suspendre la séance. Vous pensez qu'il vous faut combien de minutes? Je pense que la question est adressée plutôt à Olivier Dussopt. Combien de minutes lui faut-il pour contacter Matignon et pour qu'il nous donne un retour sur cette communication qui est encore une fois une vraie provocation. On peut avoir des avis différents, on peut s'opposer, mais là, l'esprit du législateur, ça n'est pas accorder un privilège aux élus, c'est au contraire de faire en sorte qu'on enlève une mesure d'injustice fiscale. Alors on va dire 15 minutes. Très bien. La séance est suspendue. La séance est reprise et je vais donner la parole au président Retailleau. Merci, Monsieur le Président. Chacun d'entre nous peut constater les dégâts que le tweet de M. Darmanin, qui est un mensonge, qui est du Sénat bashing, des élus bashing, commence à produire sur la bloglosphère et Internet. C'est absolument inacceptable. Je rappelle que nous n'avons voulu accorder aucun privilège fiscal. Nous n'avons voulu toucher aucune indemnité des élus. Nous avons simplement voulu revenir à une situation antérieure pour régler une injustice fiscale grave. Est-ce que, en changeant simplement des règles fiscales, un élu local peut voir son impôt multiplié brutalement par 2, par 3 ou par 4? Ça n'est pas possible. C'est ce que nous avons cherché à faire. Et du reste, il y avait plusieurs amendements. Nous avons voté à l'unanimité pour un amendement. Si le gouvernement a une meilleure technique pour obtenir le même résultat, nous nous y plierons. Simplement, après en avoir parlé avec des collègues, après avoir eu Gérard Larcher, le président du Sénat, ce que nous souhaitons, c'est que soit mis fin à la séance et que demain matin, à 9 h, puisse être convoqué. C'est extrêmement solennel et c'est la première fois depuis que je suis sénateur que je vois cette procédure. Une conférence des présidents parce que c'est grave. C'est une attaque contre la représentation, c'est une attaque contre les élus de France, c'est une attaque contre la démocratie et même contre la République. Et que ensuite la conférence des présidents décide et prenne une décision pour qu'on puisse ou non siéger au cours du week-end et qu'elle puisse envisager le cours des choses. Merci. Merci, chers collègues. Je passe la parole à M. Capo-Canelas. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais, au nom du groupe Union centriste, rejoindre la demande qu'a formée à l'instant le président Retailleau au nom du groupe LR. Chacun a été consterné des propos quasi injurieux que le ministre Darmanin a tenus sur Twitter. Nous avons découvert avec stupeur d'ailleurs que M. Darmanin s'intéressait enfin, bien que ministre en charge des comptes publics, bien qu'il n'y ait pas de débat budgétaire en ce moment à l'Assemblée nationale, il est absent ici. Nous remercions le ministre Dussopt de sa présence. Mais le ministre des comptes publics s'intéresse, semble-t-il, aux délibérations du Sénat. Il lui reste à regarder le travail que nous faisons, à comprendre qu'ici, on essaie de traiter de sujets qui sont parfois difficiles, qui touchent à l'essentiel, à la démocratie locale, à l'exercice au quotidien du service de nos concitoyens, par des élus qui passent beaucoup de leur temps avec beaucoup de dévouement et qui méritent un peu de considération. Et je dois dire que dans ce qui a été voté par le Sénat, il y a eu un débat très technique. Et nous avons cherché à revenir à un point d'équilibre parce que nous nous sommes rendus compte que le changement qui avait été opéré jusque-là avait fortement pénalisé des élus locaux qui sont évidemment au quotidien au service de leurs concitoyens et qui ensuite se trouvent pénalisés parce que lorsqu'on est élu local, on est pénalisé dans sa carrière et il est normal que les élus de la République que nous sommes, les sénateurs représentants des collectivités, essayent de trouver une solution à un problème concret et réel. Le président Retailleau l'a dit, on ne peut pas tripler comme ça le régime d'imposition d'élus locaux qui sont au plus près de la démocratie locale. Je voudrais aussi dire que l'année dernière, nous n'avons pas entendu le même niveau de conscience et d'acuité du ministre des Comptes publics lorsqu'il s'est agi de réévaluer les indemnités des élus de grandes villes
et des grands exécutifs locaux. Et là, il y a eu un silence assourdissant qui, bizarrement, vient en contrepoint de cette indignation tout à fait inhabituelle et tout à fait injustifiée. Enfin, je voudrais dire aussi que diviser, c'est toujours un risque. Stigmatiser les élus locaux, c'est une faute. Par ce simple tweet, M. Darmanin met à mal les intentions affichées par le président de la République il y a 2 jours, solennellement à l'Élysée, et les intentions rappelées hier devant l'AMF par le Premier ministre. Et nous voulons simplement marquer ensemble, solennellement, que nous refusons ce mépris et de l'institution que nous représentons et des élus locaux. Merci. La parole est à M. Bocquet. Oui, notre groupe s'associe pleinement aux propos tenus à l'instant par le président Retailleau. On ne peut pas accepter ce genre de comportement. Cette initiative, nous la considérons comme complètement irresponsable dans le climat du moment en France et ailleurs. Quand le populisme, mot dont on abuse parfois aujourd'hui, grandit partout dans le monde, de Rio de Janeiro à Budapest, en passant par Rome et ailleurs, on ne peut pas accepter ce genre de comportement. Ça n'est pas respectueux de la République, de notre démocratie. Et, Monsieur le ministre, ça n'est même pas respectueux de votre personne. Vous siégez là et derrière vous, on passe des messages avec des moyens technologiques modernes qui sont tout à fait dévastateurs. On n'a pas créé un privilège, on a débattu du statut de l'élu, on a débattu de la place des maires et des élus locaux dans cette République dont on a tant besoin. Là était le débat. On ne peut pas, dans un tweet, résumer comme cela a été fait de manière populiste et malsaine, très malsaine, agir ainsi. Nous condamnons cette attitude et nous associons complètement à la démarche qui est initiée. Merci, cher collègue. Monsieur Reynal. Oui, après mes collègues, je voudrais à mon tour, au nom du groupe socialiste et républicain, regretter cet incident malencontreux qui vient effectivement jeter le discrédit sur notre Assemblée, sur le Sénat, sur l'ensemble des élus, au moment où nous avons, à l'issue d'un débat fécond, essayé de trouver un point d'équilibre pour revenir effectivement sur finalement une action passée dont on n'avait pas mesuré totalement et parfaitement les conséquences. Je trouve que la façon dont cela est fait, pour en plus le ministre qui est normalement en charge des comptes publics et donc du projet de loi de finances, est à notre endroit une injure tout à fait regrettable. J'espère que dans les prochaines heures, nous aurons une position qui nous reviendra du gouvernement sur cette affaire et que nous pourrons reprendre sereinement nos travaux. En tout cas, nous participons totalement à la remarque de l'ensemble des groupes politiques de cet hémicycle. Merci, cher collègue. Monsieur Collin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais à mon tour m'associer complètement à la démarche des différents groupes qui viennent d'exprimer. Nous avons cet après-midi mené un débat particulièrement riche et serein concernant un sujet qui nous préoccupe tous et à quelques jours, juste après le congrès des maires, il nous semblait, et toutes les revendications que nous avons pu entendre, il nous a paru que c'était une mesure d'équité que de rétablir finalement une fiscalité très défavorable, M. Retailleau et les autres orateurs l'ont rappelé, très défavorable en particulier pour les élus des toutes petites communes. Il ne s'agissait pas d'un privilège nouveau et je suis personnellement aussi, et au nom du groupe, scandalisé par ce tweet qui vient parasiter finalement nos travaux alors qu'il y avait une belle unanimité sur un amendement qui avait fait justement consensus. Donc je voudrais très simplement dire que je m'associe bien sûr à la démarche de suspendre nos travaux et de les reprendre, j'imagine, de façon sereine et en espérant qu'aucun tweet ne viendra parasiter dans le dos du ministre. Et je salue et son courage et sa présence aujourd'hui à nos côtés. Merci. Merci, chers collègues. Je vais donner la parole à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les sénateurs, Messieurs les présidents. Quelques mots d'abord pour dire que sur le fond, d'abord, je pense que la question du statut de l'élu
mérite un débat extrêmement approfondi. J'ai eu l'occasion de m'exprimer à ce sujet lors de l'examen de l'amendement concerné, y compris d'ailleurs sur les aspects liés à la protection sociale, à la transition entre l'exercice d'un mandat et d'une fonction exécutive locale et la reprise d'une activité professionnelle comme salarié ou dans la fonction publique, même si l'on sait que dans le second cas, les choses sont un peu plus aisées du fait des dispositifs de mise à disposition, de mise en disponibilité ou de détachement qui existent. Et donc nous aurons l'occasion de revenir, je ne sais pas si ça sera dans le cadre de ce projet de loi de finances ou dans le cadre de travaux particuliers, mais comme l'a indiqué le ministre des Relations avec le Parlement hier devant votre Assemblée, le travail est devant nous. La deuxième chose que je souhaite aborder, ou en tout cas évoquer, c'est pour dire au président Retailleau que l'intervention que, Monsieur le Président, vous avez faite pour solliciter une suspension de séance il y a quelques instants maintenant, et dont vous m'aviez demandé qu'elle soit relayée auprès du Premier ministre et du ministre des Relations avec le Parlement, a été relayée de manière à la fois précise et aussi fidèle que j'ai pu le faire après avoir écouté vos propos. Le gouvernement, par ma voix, prend acte de la demande qui est formulée et qui, si j'ai bien compris, sera acceptée d'une suspension des travaux pour cette soirée et la réunion d'une conférence des présidents qui se tiendra, si j'ai bien compris aussi, demain matin, avant la reprise de la séance à 9h30. Le ministre des Relations avec le Parlement sera présent à l'occasion de cette conférence des présidents et, eu égard à la matière qui nous réunit et à l'importance du texte budgétaire que nous examinons, je forme le vœu que cette conférence des présidents soit l'occasion, demain matin, en tout cas de nous permettre, dans le respect de ses attributions et de ses compétences, bien évidemment, de reprendre nos travaux demain à 9h30, de manière à ce que le projet de loi de finances puisse être examiné et que mardi, votre Assemblée puisse se prononcer sur la première partie de la loi de finances pour 2019. Messieurs les ministres, mes chers collègues, comme vous le savez, j'ai décidé de réunir la conférence des présidents ce matin à la suite d'une interruption de nos travaux provoquée par une déclaration du ministre de l'Action et des Comptes publics sur les réseaux sociaux qui, absent de l'hémicycle, a caricaturé un vote unanime du Sénat hier après-midi. Cette déclaration me paraît en contradiction avec les propos tenus par le président de la République et le Premier ministre qui disaient avoir entendu et compris ce sentiment d'abandon, de lassitude qui gagne les maires, en particulier les maires des petites communes, mais pas que. Pour retrouver la sérénité de nos débats, j'ai donc souhaité savoir si la position exprimée par le ministre de l'Action et des Comptes publics reflétait l'état d'esprit du gouvernement vis-à-vis des élus locaux qui font preuve, vous le savez, de dévouement au service de nos concitoyens. Sur son appel, je me suis entretenu hier soir avec le Premier ministre qui m'a fait part de sa volonté d'apaisement, à la fois avec les élus locaux et avec la représentation nationale. Le gouvernement, par la voix du ministre chargé des relations avec le Parlement, que je remercie, a confirmé que ce n'était pas la position du gouvernement et confirmé ainsi ce que m'avait dit le Premier ministre et a rappelé qu'il était attentif aux travaux du Sénat sur la question du statut, dont la revalorisation du mandat. La France ne serait pas la même sans ses maires. Être aux côtés des maires de France, c'est être aux côtés des Français, écrivait le président de la République dans sa lettre à tous les maires de France le 16 novembre dernier. Si l'on veut pouvoir restaurer un dialogue sain et serein entre les élus locaux, les élus territoriaux et l'État, il faut, je crois, commencer par témoigner du respect, passer aux actes et respecter la représentation nationale. Ce tweet est une fake news ministérielle. Elle alimente tous les populismes, toujours prompts à s'en emparer. La conférence des présidents a demandé son retrait. Je vais donc suspendre la séance jusqu'à ce que le gouvernement ait informé le Sénat du retrait de ce tweet, alors nos travaux pourraient se poursuivre. Mais je dois dire que je porterai une attention toute particulière à un principe pour moi essentiel au Sénat, que je rappelle à chacune de nos réunions, notamment de questions au gouvernement, le respect des uns et des autres, et cela s'applique aussi de la part de M. Darmanin, qui doit prendre ce principe comme le sien et en tirer les conséquences dans la journée. Je vous remercie, la séance est suspendue.
Et voilà pour ces échanges houleux entre les sénateurs et le gouvernement autour d'une mesure votée par le Sénat qui permet aux élus de déduire près de 1 500 € par mois de leur impôt sur le revenu. Les sénateurs qui n'ont pas apprécié le tweet de Gérald Darmanin qui a dénoncé un privilège fiscal pour les élus. L'examen du budget 2019 a été suspendu tout le week-end et devrait reprendre cet après-midi à la suite d'une conférence des présidents du Sénat qui s'est tenue ce matin. Les sénateurs demandent la présence de Gérald Darmanin demain après-midi lors des questions d'actualité du Sénat au gouvernement. Et les sénateurs ont reconnu qu'il fallait réécrire cet amendement pour qu'il soit constitutionnel. Dans le reste du budget 2019, les sénateurs ont augmenté le plafond du quotient familial. Ils l'ont fait passer de 1 550 à 1 750 € par demi-part. Cette mesure représente un gain de pouvoir d'achat de 400 € par an. Tout de suite, le débat sur l'impôt sur le revenu. Chers collègues, nous passons à présent à l'amendement 905. Monsieur le Président, c'est le Président Dallier. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Cet amendement vise à faire un geste envers les familles qui ont été les cibles privilégiées sous le quinquennat précédent, puisque par 2 fois, en 2013 et en 2014, le quotient familial a été abaissé, et sans parler d'ailleurs de la mise sous plafond de ressources des allocations familiales. Avec ce gouvernement, la situation n'est guère meilleure, et voilà pourquoi les co-signataires de cet amendement vous proposent de porter le plafond du quotient familial de 1 551 € à 1 750 par demi-part. Alors certes, cet amendement a un coût puisqu'il représente 550 millions d'euros, mais nous pensons que nous pouvons faire ce geste envers les familles. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission pour ces 2 amendements? Ces 2 amendements sont évidemment diamétralement opposés. Vous savez vers lequel j'irai, a priori, puisque vous le connaissez, chaque année, la majorité sénatoriale vote la revalorisation du quotient familial pour les raisons qui ont été évoquées à l'instant par Philippe Dallier. 2 abaissements successifs sous la présidence de François Hollande, les familles, donc les classes moyennes, qui ont été les grandes victimes de cette politique fiscale. J'ajoute que c'est guère mieux dans ce nouveau monde, puisque dans le PLFSS pour 2019, vous avez omis de revaloriser les prestations familiales. Donc, heureusement, le Sénat corrige les choses. Donc on voit très bien qu'à travers cette non-revalorisation des plafonds du quotient familial et à travers la non-revalorisation des allocations familiales, évidemment, une politique qui, malheureusement, n'est pas en faveur des familles, des classes moyennes, et qui, sur le plan statistique, commence à, malheureusement à porter un certain nombre d'effets négatifs. On le voit sur la natalité. Donc évidemment, c'est la raison pour laquelle je suis très favorable à l'amendement qu'a défendu Philippe Dallier, et vous comprendrez la position totalement défavorable à l'amendement du groupe communiste. Merci, Monsieur le rapporteur général. Quel est l'avis du gouvernement? Merci, Monsieur le Président. L'avis du gouvernement est défavorable sur l'amendement du groupe communiste, pour des raisons que tout le monde imagine. Défavorable aussi sur l'amendement proposé par le groupe LR, pour une raison en particulier, c'est que nous avons revalorisé le barème du quotient familial de 1,6%, soit le montant de l'inflation, et nous considérons par ailleurs que le plafonnement du quotient familial, qui concerne les familles aux revenus les plus aisés, est un outil, une mesure qui nous permet de réaliser des économies afin de financer d'autres prestations, notamment pour les plus fragiles. C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables aux 2 amendements. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Président Retailleau. Bien sûr que nous allons voter l'amendement qui a été présenté par Philippe Dallier, qui a reçu un avis favorable du rapporteur général. Il ne doit pas vous étonner que l'an dernier, nous avons atteint un record de baisse de naissance en France, moins 2,1%. Parce que méthodiquement, depuis quelques années, la politique familiale est absolument détricotée. Elle est détricotée de plusieurs façons. Elle l'est cette année avec le gouvernement d'Emmanuel Macron par la désindexation, elle l'est à nouveau sur des mesures fiscales comme le quotient familial, elle l'est depuis aussi François Hollande par la casse du principe d'universalité des allocations familiales, soumis désormais aux revenus. C'est stupide, c'est exactement comme si demain vous diriez que quelqu'un est trop riche pour avoir le remboursement des soins qui leur est dû. Je pense, et je voudrais rappeler sur le plan politique, que la politique familiale, ce n'est pas une affaire de droite et de gauche. Je voudrais vous dire qu'elle commence avec le Front populaire et qu'elle va s'ancrer dans le Conseil national de la résistance avec une impulsion gaulliste très importante. Et ça a été un patrimoine commun
pratiquement jusqu'à récemment, de l'ensemble des gouvernements de droite et de gauche, comme s'il s'agissait là aussi d'une forme de notre pacte républicain. Et enfin, lorsque nous discuterons de la réforme des retraites et que nous discuterons du modèle, il y a le modèle par répartition qui est le nôtre. Il y a d'autres modèles qui ne sont pas les nôtres. Mais le modèle par répartition est un modèle qui nous impose d'avoir une forme d'équilibre entre les actifs et les inactifs. En 2050, ils seront que 1,2 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, à peine 2, 1,8. Donc la politique familiale est une politique d'investissement pour la communauté nationale, pour l'avenir. C'est une politique sociale. Et je vois bien que les familles sont les grands perdants, pour des raisons peut-être au-delà de l'économie, mais aussi idéologiques, sont les grandes perdantes de la politique d'Emmanuel Macron avec les retraités et tant d'autres de catégories de Français. Merci, chers collègues. Monsieur Bocquet. Oui, merci, Monsieur le Président. Simplement, Monsieur le Ministre, vous donnez comme réponse à l'amendement 446, avis défavorable pour les raisons que chacun imagine. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, développer votre argumentaire? Je n'imagine pas les raisons pour lesquelles vous émettez un avis défavorable, excusez-moi. Merci, chers collègues. Monsieur Carucci. Non mais, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je dois reconnaître que répondre pour les arguments que vous imaginez, chacun peut avoir l'imagination fertile. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, moi je voudrais rebondir sur ce que vient de dire le Président Retailleau. On parle des allocations familiales du Front populaire, mais en réalité, ça a commencé en France en même temps que les retraites ouvrières et paysannes en 1910. À l'époque, il y avait eu un grand débat et tout le monde était d'accord pour dire c'est pas un problème de riches, de pauvres, c'est un problème de puissance démographique pour assurer l'avenir du pays. Les choses ont été reprises sous le Front populaire et Léon Blum, comme l'ensemble des ministres du gouvernement du Front populaire, ont redit l'universalité des allocations familiales. Et on a eu la même chose en 45-46 avec des gouvernements où il y avait des communistes, des socialistes, des gaullistes, des gens de droite. Et tout le monde s'est dit la politique familiale, elle doit être préservée, elle doit être totalement préservée des choix fiscaux, des choix financiers, parce que c'est l'avenir du pays. Sinon, ça ne tient pas. Et on a été très fiers dans ce pays pendant 30 ou 40 ans d'avoir une natalité forte, qui faisait d'ailleurs que la population française commençait à rattraper en chiffres, en nombre, la population allemande, qui faisait qu'on disait que nous, notre système de retraite était beaucoup moins menacé que celui de nos voisins, parce que justement, il y avait des actifs qui arrivaient. Et puis d'un coup, d'un seul, on ne sait pas trop bien sur quel motif à part financier, depuis quelques années, c'est le système qui consiste à dire on détricote. On fait en sorte que les allocations familiales soient plafonnées, on fait en sorte que le quotient familial soit réduit. C'est de la politique de gribouille. Si on joue sur l'avenir du pays, on est sur au-delà de l'équilibre financier de cette année. Et moi, je pense que cet amendement, je ne sais pas, je ne pense pas que le gouvernement ou l'Assemblée lui donnera un avis favorable, mais c'est un tort. Il y a des choix fondamentaux pour l'avenir du pays qui dépasse l'équilibre financier ou budgétaire de cette année. Monsieur le ministre, quand on pense à ce que doit être et l'avenir démographique, et l'avenir des retraites, et l'avenir de l'équilibre sociologique et sociétal de ce pays, on a besoin d'une politique familiale vigoureuse. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, merci. Je ne voudrais pas laisser M. Bocquet en proie ni à son imagination, ni à imaginer ce que pourrait être la mienne d'ailleurs. Donc, quelques éléments de réponse. D'abord pour dire que l'indexation du barème est une mesure qui est pensée pour neutraliser les effets de l'inflation, et la proposition que vous portez sur la revalorisation différenciée du quotient familial pour les personnes vivant seules comme par rapport aux personnes vivant en couple nous paraît aller contre cette mesure d'indexation. Et la deuxième raison qui nous amène à donner un avis défavorable, c'est que nous considérons qu'un certain nombre de mesures, y compris le plafonnement d'ailleurs, sont allées dans le sens d'une meilleure progressivité du quotient familial et que nous ne souhaitons pas aller plus loin à ce stade. Ce sont les deux raisons pour lesquelles j'ai donné un avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais mettre aux voix l'amendement 446 qui a fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du Gouvernement. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'amendement 905 avec un avis favorable de la Commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 2, je suis saisi de l'amendement 1002. Monsieur le Président Gabouty. Oui, donc cet amendement porte sur les sportifs, en particulier les sportifs de haut niveau, sélectionnés en équipe de France et qui bénéficient pour les disciplines les plus populaires et les plus médiatisées d'une importante notoriété, inspire admiration, reconnaissance auprès d'une majorité de Français. Ils représentent souvent une référence ou un modèle pour les jeunes générations. Leur notoriété et leur performance flattent un sentiment national, leur conférant ainsi, me semble-t-il, un rôle significatif en termes de civisme et d'éducation. Dans un tel contexte, les sportifs de haut niveau doivent avoir un comportement exemplaire, y compris en termes de fiscalité. Ils bénéficient déjà d'un régime particulier plutôt favorable, de retenue à la source qui existait déjà pour eux en option, et d'étalement sur, par exemple, sur 4 ans, sur des primes exceptionnelles versées, par exemple, à l'occasion des Jeux Olympiques, ce qui peut se comprendre parce que ça crée des revenus qui peuvent être très irréguliers. Il apparaît donc naturel, dans un objectif d'équité et d'exemplarité, de conditionner la sélection de sportifs en équipe nationale au respect de ces règles fiscales vertueuses. En fait, il ne s'agit pas d'alourdir ou de contraindre les sportifs, il s'agit simplement de vérifier ou de les amener à être en règle lorsqu'ils représentent la France, ce qui me paraît être la moindre des choses. Donc, c'est plus une disposition d'ordre sportif en termes d'accession à une sélection qu'une disposition strictement fiscale, ce qui évite à monsieur untel qui joue dans un club français d'avoir un domicile fiscal en Suisse. Voilà, donc c'est ça qui est visé. Alors, je dirais nos compatriotes peuvent aduler des gens contre lesquels, et c'est vrai aussi dans le show business, en particulier, des gens contre lesquels ils s'élèveraient en même temps, parce que sur le plan fiscal, ils doivent être, je crois, exemplaires, surtout lorsqu'on représente la France dans des compétitions. Donc c'est un article plus de rigueur morale que de dispositions fiscales. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission ? On comprend parfaitement l'intention des auteurs, c'est-à-dire imposer l'impôt sur le revenu des joueurs de nationalité française qui joueraient à l'international, notamment dans des compétitions internationales, et ce, indépendamment de leur domicile. Donc ça, on peut partager tout à fait ce qui a été dit à l'instant par notre collègue Gabouty. Ça pose quand même une sorte de difficulté, parce qu'on retraiterait un critère qui est celui de la nationalité. En matière d'imposition sur le revenu, c'est en général d'autres critères plutôt liés à la résidence, à la territorialité que la nationalité. Donc, est-ce que c'est possible au regard de nos conventions internationales? J'avoue que j'ai regardé cet amendement cette nuit, je n'ai pas à ce stade la réponse, et je souhaiterais entendre le gouvernement. Il n'y a pas d'opposition de principe, mais je m'interroge réellement sur la faisabilité, la compatibilité de cet amendement, notamment qui remet en cause quand même assez fondamentalement les critères essentiels en matière fiscale, qui est celui de la résidence et non de la nationalité. Merci, monsieur le rapporteur général. Quel est l'avis du gouvernement ? Merci, Monsieur le Président. C'est une demande de retrait, même si nous comprenons évidemment le principe et la rigueur morale que vous recherchez à travers cet amendement. Il y a deux raisons qui président à la demande de retrait. D'abord, le fait que imposer des personnes résidant à l'étranger sur la base du critère de nationalité est contraire aux règles de territorialité de l'impôt, qui sont fondées sur un critère de domiciliation fiscale en France, en application des articles 4A et 4B du Code général des impôts. Et donc une imposition sur la base de la nationalité modifierait de manière substantielle les règles de territorialité qui existent et qui prévoient que les personnes non domiciliées en France n'y seront passibles de l'impôt que pour leur seul revenu de source française. Par ailleurs, dans l'état actuel de la fiscalité internationale, une telle mesure serait rendue inopérante par les conventions fiscales qui nous lient avec nos partenaires économiques. Le droit interne ne s'applique que sous réserve des conventions fiscales internationales qui ont force supérieure aux lois. Or, dans l'ensemble du réseau conventionnel, constitué d'environ 125 conventions fiscales qui couvrent la plupart de ses partenaires économiques, seul le critère de résidence permet à un État d'imposer les contribuables sur l'ensemble de leurs revenus mondiaux. Et il ne s'agit ni plus ni moins que la reprise des principes internationaux qui sont prônés par l'OCDE. Ce sont pour ces deux raisons que c'est une demande de retrait de cet amendement. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Bocquet. Oui, je
je pense que notre groupe va soutenir cet amendement. Effectivement, je le trouve très original et très pertinent. On a entendu parler il y a quelques jours dans les médias du joueur de football de l'équipe de France, N'Golo Kanté, excellent joueur au demeurant, qui a refusé qu'une partie de sa rémunération lui soit versée depuis un trust de Jersey, puisqu'il fait partie du club de Chelsea à Londres, comme vous le savez, qui a donc un trust de gestion des droits à l'image des joueurs. Et M. N'Golo Kanté, et je le salue pour cela, c'est exactement votre amendement, a fait preuve d'un civisme fiscal remarquable en refusant de signer cette convention qui le liait à ce trust de Jersey. Bravo. Donc je voterai cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur le Président Gabouty. Oui, simplement, Monsieur le Ministre, en réponse, cet amendement ne contrevient nullement aux conventions internationales, puisqu'il est bien indiqué dans l'amendement qu'ils aient ou non leur domicile fiscal en France, sauf s'ils bénéficient d'une convention internationale relative aux doubles impositions. Donc, je veux dire qu'il y a un respect en la matière, et donc ça ne contrevient pas du tout aux dites conventions, puisque j'y fais effectivement référence. Alors, on peut être, se retirer derrière un certain nombre de dispositions. Je ne voudrais pas rappeler quelle est la règle au niveau des États-Unis, qui poursuivent des gens en France qui ne sont plus aux États-Unis depuis des décennies, sous des prétextes divers. Donc, en la matière, je ne pense pas que c'est d'incidence sur un plan fiscal. Je ne change aucune disposition fiscale. Simplement, je soumets au respect de ces règles qui devraient être respectées le caractère de pouvoir être sélectionné dans une équipe nationale qui représente notre pays. Donc c'est pour ça que j'ai dit que c'est plus une règle morale qu'une règle fiscale. La règle fiscale, je ne la modifie absolument pas. Et le texte ne contrevient à aucune règle fiscale ni accords internationaux, puisqu'il est fait référence dans l'amendement lui-même. Donc je maintiens cet amendement. Merci, cher collègue. Monsieur le ministre. Deux mots, Monsieur le Président, pour indiquer à Monsieur le Sénateur que, d'une part, les États-Unis sont le seul partenaire économique de la France à appliquer une imposition en fonction de la nationalité plutôt que le critère de résidence. Et la deuxième chose, je ne dis pas que votre amendement contrevient aux conventions internationales, puisque vous les citez. Je dis que l'application des conventions internationales qui ont force supérieure aux lois rend inopérant le dispositif que vous proposez, puisque les 125 conventions qui couvrent l'intégralité de nos partenaires économiques annulent l'effet que vous recherchez au travers de l'amendement qui est le vôtre. C'est la raison pour laquelle le gouvernement maintient son avis défavorable. Merci, Monsieur le Ministre. Je mets donc aux voix l'amendement 1002 avec deux avis défavorables de la Commission et du gouvernement. Vous avez demandé Vous aviez exactement demandé le retrait, à défaut un avis défavorable. Maintenant, si vous dites que c'est un avis de sagesse, d'accord. Alors, j'ai demandé l'avis du gouvernement. Je n'ai pas demandé de donner d'avis du tout. D'accord, donc avis de sagesse de la Commission, avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Après l'article 2, je suis saisi de l'amendement 959 de M. Collin. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je pense que cet amendement recueillera un avis favorable du gouvernement puisqu'il propose de faire des économies. Le présent amendement, effectivement, vise à ne rendre bénéficiaire de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue premièrement de l'article 81 du Code général des impôts que les seuls journalistes, rédacteurs, photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux dont les revenus mensuels est inférieur à 6 000 € net. Vous l'aurez compris, cela ne vise pas les journalistes qui galèrent, mais tout simplement les journalistes vedettes ou les patrons de presse qui, effectivement, bénéficient de cet avantage fiscal. Merci, chers collègues. Quel est l'avis de la Commission ? Là aussi, je salue la constance du groupe RDSE qui très souvent a défendu cet amendement. Donc ça fait plaisir. Et c'est vrai que cette année, j'ai envie d'interroger le gouvernement pour savoir ce qui justifie ce différentiel de traitement. C'est assez paradoxal. On vient à l'instant d'avoir un débat sur les élus et le ministre a rappelé que les frais professionnels des élus, c'était 10%. Je pense que non remboursés.
Et là, on aurait un avantage particulier pour une catégorie, notamment les journalistes. Alors voilà, est-ce qu'il y a aujourd'hui des justifications particulières? Qu'est-ce qui justifie, par exemple, ce traitement différencié avec l'ensemble des autres Français ou avec les élus dont on vient parler à l'instant? Je souhaiterais que le gouvernement nous explique quel est son avis sur est-ce que c'est toujours justifié aujourd'hui. Ce serait plutôt un avis de sagesse. Sinon, en tous les cas, j'aimerais entendre le gouvernement avant. Merci, monsieur le rapporteur général. Quel est l'avis du gouvernement? Merci. Le gouvernement, Monsieur le Président, a eu l'occasion de s'exprimer à l'Assemblée nationale en première lecture, en première partie, pardon, et donc en première lecture sur le projet de loi de finances, a donné un avis défavorable, considérant que cette disposition fiscale au bénéfice des journalistes et de la presse en général était de nature à permettre et à encourager la pluralité et la liberté de la presse, comme cela a été dit et répété depuis maintenant longtemps. Et donc, en cohérence avec l'examen du projet de loi de finances à l'Assemblée, l'avis est défavorable. Merci, monsieur le ministre. Je me retourne donc vers la commission pour savoir quel est son avis définitif. Sagesse. Merci, monsieur le rapporteur général. Monsieur Joyandet, pour explication de vote. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Moi, je suis très gêné par cet amendement parce qu'au fond, ou bien on considère que la profession ne mérite pas cet avantage qui perdure, et à ce moment-là, c'est l'ensemble de la profession. La barre à 6 000 € est quand même problématique puisqu'il y a des journalistes qui peuvent gagner 6 000 €. Donc, ou bien on enlève tout. Il faut y aller, il faut avoir le courage d'y aller sur l'ensemble des journalistes, ou bien on laisse le dispositif en place. Donc, moi, je ne peux pas, je suis désolé, mais je ne peux pas voter cet amendement qui est un peu à mi-chemin dans une situation, au fond, qui est assez claire. Hein. Alors, je ne vois pas pourquoi on devrait limiter à 6 000 € et pas pour les autres, quoi. Merci, chers collègues. Je mets aux voix l'amendement 959 avec un avis de sagesse de la commission et défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Et voilà pour ce débat des sénateurs sur le budget 2019 et notamment sur l'impôt sur le revenu. Les sénateurs ont relevé le plafond du quotient familial de 200 € par demi-part pour favoriser le pouvoir d'achat des familles, notamment après le gel des allocations familiales décidé par le gouvernement. Le Sénat a également voté un amendement pour que les sportifs de haut niveau en France jouant en sélection nationale, mais résidant à l'étranger, respectent les règles fiscales françaises. Et puis les journalistes qui gagnent plus de 6 000 € par mois se sont vus supprimer leur déduction fiscale de 7 650 € par an, qui existe actuellement pour tous les journalistes. Vous pouvez voir et revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine sur les chaînes parlementaires.